Dans cette capsule, on aborde un sujet qui est super important pour ce qui est des applications pratiques des forces sur les courants, parce que c'est ce qu'on utilise dans les moteurs électriques. Donc, en fait, on va voir dans cette section-là que lorsqu'on place une boucle de courant dans un champ magnétique, cette boucle-là va avoir tendance à pivoter, donc à tourner pour s'aligner avec le champ magnétique extérieur. Et si on arrange le courant pour que le courant change de direction, de manière périodique, mais à ce moment-là, on peut s'arranger pour que la rotation continue, donc en fait, pour avoir un moteur électrique. On va commencer par la situation la plus simple d'une boucle de courant dans un champ magnétique. On va prendre une boucle de courant dans un cadre rectangulaire. Donc, si vous regardez l'image qui est à gauche ici, la figure A, on a un champ magnétique d'abord qui est selon l'axe des Z. Donc, il est vers le haut ici. Puis ensuite, on a un courant qui circule dans notre cadre rectangulaire. Le cadre, on suppose qu'il est rigide, donc il ne peut pas se déformer. Par contre, il peut pivoter, et c'est ce qu'il va faire, on va voir tout à l'heure. On a ensuite ici les dimensions du cadre, donc A et B, qui sont ici. Et pour l'instant, donc le cadre va pivoter, mais pour l'instant, on va définir l'angle phi qui est ici, entre l'axe des Z et une perpendiculaire au cadre. C'est pas évident à voir ici dans ce schéma-là. Le mieux, c'est de le voir de côté. Donc, si on va maintenant à la figure C, alors vous avez votre axe des Z et votre axe des Y qui sont ici. Le cadre, il est là, il est vu de côté. Et vous voyez, on a défini un vecteur mu. On va en parler tout à l'heure de ce vecteur-là. Le vecteur, il est perpendiculaire à la surface du cadre. Et c'est cet angle-là qu'on appelle l'angle phi. Donc maintenant, on revient à la figure A. Donc on a notre courant I. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir dans quelle direction s'exercent les forces sur chacun des côtés, donc des quatre côtés de cette boucle-là. On s'en vient maintenant à la figure B. Et donc on va les faire une par une. On va faire ensemble l'exercice en appliquant la règle à main droite. Donc supposons qu'on a l'axe des Z qui est vers le haut, l'axe des Y qui est vers la droite, puis l'axe des X, il va être dans l'écran. Donc, supposons que l'axe des X s'en va vers vous, en fait. Alors, si on regarde, là, vous allez devoir faire l'exercice mental avec moi en essayant de suivre. Le courant I qui est ici, il descend vers le bas. Le champ magnétique, il est selon l'axe des Z. Donc, si vous essayez de trouver le sens de la force magnétique. Donc, vous devez orienter vos doigts dans le sens du courant. Donc, ils vont descendre, comme ceci. Vous devez vous arranger, c'est pas évident, pour que la paume soit vers le haut pour pouvoir fermer vos doigts. Le champ magnétique est ici, donc je ferme mes doigts comme ça. Et mon pouce va sortir de l'écran. Donc, c'est la force F1 qui est ici, qui est selon l'axe des X. Si on va tout de suite à F3 qui est de l'autre côté, c'est un peu l'inverse. Donc cette fois-ci, là il faut mettre nos doigts donc en montant. On ferme vers le champ magnétique qui est en haut ici sur l'axe des Z et le pouce va rentrer dans l'écran. Donc il serait, selon les X, négatif. Ça serait F3. Tout de suite, on peut conclure que ces deux forces-là donc vont s'opposer. Alors c'est exactement le même courant. On a I et I. Puis c'est la même longueur de fil aussi. Puis c'est évidemment le même champ magnétique. Donc ces deux forces-là, F1 et F3, sont égales en grandeur, mais sont opposées en direction. Donc l'effet que ça va avoir sur le... Puis il s'applique aussi sur tout le fil. Donc en moyenne, on peut les mettre au centre du fil en question. Alors comme ils sont sur le même axe tous les deux, ces deux forces-là vont simplement donc s'opposer et s'annuler. Ça n'aura donc pas d'effet net sur le cadre. En fait, ça aurait l'effet d'étirer le cadre. Mais comme il est rigide et indéformable, ça ne va rien faire. Maintenant, on s'intéresse aux forces F4 et F2. Pour les trouver, celles-là, on va aller à la figure C. Donc, à la figure C, vous les voyez de côté. Donc, le courant qui est ici en haut, le côté numéro 4, dans la figure C, il va vers vous. Le courant qui est en bas ici, le côté 2, dans la figure C, il s'en va dans l'écran. Maintenant, si on regarde la force,
Donc, pour avoir la force F4, par exemple, si je commence par F4, euh, je dois avoir les doigts qui sortent de l'écran, comme ça, mais avec la paume vers le haut pour avoir le champ magnétique, pour pouvoir fermer vers le champ magnétique. Et donc, si je ferme vers le champ magnétique, mon pouce pointe vers la gauche. Alors, la force F4 va pointer vers la gauche. Il faut qu'elle soit perpendiculaire à la fois au courant et au champ magnétique, donc perpendiculaire au courant et au champ magnétique, donc elle est bien horizontale. Si on le fait pour F2, alors F2, ça doit rentrer dans l'écran avec le champ magnétique vers le haut. Donc, il faudrait que je fasse quelque chose comme ça. Donc, pour le faire rentrer dans l'écran avec le champ magnétique vers le haut, mon pouce pointe comme ceci, c'est-à-dire vers la droite. Donc, c'est la même chose. Il faut que ça soit encore une fois perpendiculaire au champ magnétique. Alors, la force doit être comme ça, horizontale. Encore une fois, ces deux forces-là vont être égales en grandeur parce que c'est le même courant, c'est la même longueur de segment, puis c'est le même champ magnétique. Donc, en fait, en grandeur, elles sont égales, ces deux forces-là. En direction, elles sont opposées. Donc, la somme des forces, ça va donner 0. Par contre, ici, on a quelque chose de différent, c'est que les deux forces ne sont pas alignées. Donc, F4 est ici, F2 est là. Donc, l'effet que ça va avoir, c'est que ça va faire pivoter. Donc, on est quelque chose comme ça. Donc, ça va faire pivoter la boucle. Donc, on va avoir un moment de force résultant. Alors, c'est ça qu'on va faire dans un instant. On va calculer le moment de force parce qu'on peut tout de suite conclure que la somme des forces est nulle. Donc, la boucle ne va pas monter vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Par contre, elle va se mettre à tourner. Alors, j'ai repris ici la figure C qu'on vient de voir, mais en un petit peu plus grand, pour qu'on essaie maintenant de calculer le moment de force sur cette boucle-là. Donc, le moment de force, vous vous rappelez du cours de mécanique, le moment de force, c'est ce qui va imprimer une rotation à un objet. Quand on tourne un volant, par exemple, qu'on conduit, on exerce une force dans une direction, une autre force dans l'autre, et c'est ça qui va faire tourner le volant. Donc, ça va être le moment de force. Donc, la définition du moment de force, d'abord le symbole. Donc, parfois on prend un M majuscule pour le moment de force, mais souvent on prend aussi la lettre grecque tau. C'est ce qu'on fait dans ce volume-ci, donc on va prendre le tau. Pourquoi tau? Parce que en anglais, moment de force, c'est torque. Puis donc, le tau, c'est le T grec, alors c'est de là que ça vient. Donc, le moment de force, et vous vous rappelez que le moment de force, c'est une force fois un bras de levier. Par exemple, je vais aller ouvrir une porte, je tire sur la poignée de la porte, et le moment de force sur la porte, ça va être la force que j'exerce fois la largeur de la porte, dans le fond, puisque c'est ça le bras de levier jusqu'aux pentures à l'autre côté. Donc, c'est une force fois un bras de levier. D'ailleurs, les unités, ça va être des newtons fois des mètres. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a d'abord deux forces qui exercent chacune un bras de levier, mais en fait, c'est exactement le même bras de levier pour chacun, parce que les deux forces, on a dit tantôt qu'elles étaient égales en grandeur, puis leur bras de levier, c'est le même, parce que l'axe de rotation ici, ça va être le centre de la boucle. Alors les deux sont à la même distance de la boucle, donc ils ont exactement le même bras de levier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux fois, donc le 2 qui est ici, puis entre la parenthèse ici, c'est le bras de levier d'une des deux forces. Donc, ça va être la force, par exemple F4, fois son bras de levier. Or, le bras de levier est égal à quoi? Il est égal à B sur 2 fois sin de phi. Pourquoi j'écris ça? Ben, B d'abord, on se rappelle, c'est la longueur de ce côté-là de la boucle. Donc ça, c'est B. Donc jusqu'à l'axe de rotation, on a la moitié, donc on a B sur 2. C'est de là jusqu'à là. Par contre, le bras de levier, c'est toujours la distance perpendiculaire à la force. Donc on a ici notre force. Je l'ai prolongée ici en pointillé, là. Et puis, qu'est-ce qui représente le bras de levier? C'est cette distance-ci. Parce qu'il faut que ce soit vraiment perpendiculaire à la force. Donc, c'est de là jusque là. Alors, le B sur 2, c'est ça ici. Ça se trouve être l'hypoténuse de ce triangle-là. Moi, ce que je veux, c'est seulement ce côté-là. Donc, l'angle phi, il était mesuré ici. Ça veut dire que l'angle que l'autre côté ici, ça va être 90 moins phi. Et donc, mon angle phi va se retrouver sur ce coin-là ici. Le phi, il est ici. Donc, si je fais B sur 2 sin de phi, ça me donne le côté opposé. C'est ce que j'ai mis ici. C'est justement le bras de levier. Donc, ça, c'est
le moment de force d'une des deux forces et ensuite on multiplie par 2. Pourquoi on peut multiplier par 2? Parce que les deux, ils ne s'opposent pas, ils sont au contraire dans la même direction. Vous voyez, F4 fait tourner comme ceci, F2 fait tourner comme ceci, donc les deux vont faire tourner dans la même direction, c'est pour ça qu'on peut les additionner. Donc ça va être le moment de force total sur ma boucle. Maintenant, la force F, on peut la remplacer. Donc la force F, elle serait égale, bon d'abord j'ai annulé les deux ici, on a un 2 qui est là, puis là je les ai annulés. Puis la force F, je l'ai remplacée par IAB, parce qu'à la section précédente, on a vu que la force sur un fil parcouru par un courant, c'est IL fois B. Donc le courant, la longueur, dans ce cas-ci, c'est A. Là, on ne l'a plus ici, mais sur le schéma tout à l'heure, le A, c'était la dimension de ce fil-là, justement, qui est en haut. Donc, c'était l'autre dimension de la boucle. Donc, c'est la longueur du fil et B, le champ magnétique. Donc, IL fois B. Puis là, ici, le courant, il est perpendiculaire au champ magnétique. Donc, il n'y a pas de sinus. En fait, il y a sinus de 90, donc ça donne 1. Donc, on trouve ceci pour le moment de force, qu'on peut simplifier un peu en prenant A fois B. Vous voyez, c'est un côté de la boucle fois l'autre côté de la boucle. Donc, en fait, ça se trouve être la surface qui est délimitée par la boucle. Alors, j'appelle ça A majuscule, le A fois B. Donc, c'est la surface délimitée par la boucle. Cette formule-là est un petit peu plus générale. Puis d'ailleurs, on vient de le faire pour une boucle rectangulaire, le raisonnement. Sauf qu'en fait, on peut démontrer, c'est un petit peu complexe, donc je ne le ferai pas, mais on peut démontrer que ce résultat-là est valable pour n'importe quelle forme de boucle. Donc si je prenais par exemple une boucle circulaire, c'est sûr que là, le courant il change de direction sans arrêt dans une boucle circulaire, donc on aurait toutes sortes de forces exercées dans différentes directions. Il faudrait faire une intégrale, en fait, ça serait assez complexe, mais on peut démontrer que finalement, on arrive exactement au même moment de force. Donc, IA fois B, la seule affaire, c'est qu'il faut évaluer le A pour une boucle circulaire, ça serait Pierre carré, tout simplement. Donc, en fait, n'importe quelle forme de boucle, si on prend le courant fois la surface de la boucle, fois le champ magnétique, fois le sinus de l'angle θ, on va trouver le moment de force qui est exercé sur la boucle. Maintenant, je vais réécrire ça d'une manière un petit peu différente, sous forme vectorielle. Donc, j'ai écrit ici taux égale U fois B en termes de produit vectoriel. Et en fait, je définis un nouveau vecteur. Vous voyez le vecteur mu dont j'avais parlé tantôt, là, qui est représenté ici. Le vecteur mu, on va appeler ça le moment magnétique de la boucle et ça va être égal à la multiplication du courant fois la surface. Donc en fait, plus une boucle va avoir un moment magnétique important, plus elle va avoir tendance à pivoter parce que vous voyez, c'est proportionnel au courant qui rentre ici, puis à la surface qui est là aussi. Donc plus le moment magnétique est important, plus la boucle va avoir tendance à tourner. Donc I fois A, ça c'est la grandeur du moment magnétique. Et pour sa direction, on le représente toujours perpendiculaire à la boucle. Mais c'est sûr qu'ici, vous comprenez que perpendiculaire, on aurait deux orientations possibles. Ça pourrait être par là-bas, ça pourrait être aussi par là. Ça serait perpendiculaire aussi. Alors, laquelle des deux qu'on va prendre? On va le prendre avec la règle de la main droite. Donc, la convention, c'est de faire tourner nos doigts de la main droite dans le sens du courant. Donc, il faut suivre la boucle en faisant tourner nos doigts dans le sens du courant, puis le pouce pointe dans une direction, et ça va être ça la direction du vecteur moment magnétique. Donc, on fait pivoter nos doigts dans le sens du courant, et le pouce pointe en direction du vecteur moment magnétique. Puis ensuite, pour ce qui est de la direction du moment de force, donc le vecteur taux qui est ici, on va dire que la boucle va tourner. Comme vous voyez ici, la rotation est en sens anti-horaire. La boucle va toujours avoir tendance à tourner pour que le vecteur moment magnétique mu s'aligne avec le champ magnétique. Donc, c'est le truc qu'on va se rappeler pour le sens de la rotation. Mu veut s'aligner avec le champ magnétique. Donc, la boucle devra tourner, notre nu est comme ça, la boucle devra tourner comme ceci pour que le vecteur mu soit aligné avec le champ magnétique. Si on dépassait à l'autre sens, il voudrait revenir comme ceci. Puis d'ailleurs, vous voyez que quand l'angle phi va être égal à 0,
Donc quand mu va être aligné avec B, sin de 0, ça donne 0, donc il n'y aura plus de moment de force. Donc on pourrait dire que le but du vecteur moment magnétique, c'est vraiment de s'aligner avec le vecteur B. Donc pour résumer tout ça, je remets la formule pour la grandeur du champ ici, la grandeur du moment de force, IAB sin de phi. Donc ça va être pour la grandeur. Puis j'ai ajouté, vous voyez, j'ai ajouté un N majuscule ici. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans des applications pratiques comme pour un moteur, c'est très rare qu'on va avoir une seule boucle de courant. En réalité, ce que l'on fait, c'est qu'on obtient c'est comme si on obtenait un courant plus important en enroulant le fil plusieurs fois. Donc, on fait plusieurs tours du même fil. Donc, le même courant se retrouve multiplié par N à ce moment-là, si on fait 10 tours, par exemple. Donc, le moment de force va être 10 fois plus important. Donc, bref, la formule finale pour la grandeur du moment de force, ça va être ça, avec le N qui représente le nombre de tours. Puis pour ce qui est de la direction du moment de force, on se rappelle du truc que je viens de vous mentionner. Il faut tourner nos doigts dans le sens du courant, toujours de la main droite. Dans le sens du courant, ça définit la direction du vecteur moment magnétique. Et ensuite, ce vecteur-là veut s'aligner avec le champ magnétique. Donc, la rotation va se faire dans cette direction-là. Remarquez qu'au chapitre 8, on avait aussi trouvé le champ magnétique qui était produit par une boucle de courant. Dans le fond, cette boucle de courant-là, elle produit elle-même un champ magnétique, puis on trouverait sa direction avec la règle de la main droite. Donc, en enroulant nos doigts dans le sens du courant, le champ magnétique serait produit comme ça. Ça, c'est le champ magnétique de la boucle. Alors, on peut aussi dire que une autre façon de mentionner le sens de la rotation, c'est que le champ magnétique produit par la boucle elle-même tend à s'aligner avec le champ magnétique extérieur. Dans le cas de cette boucle-là, par exemple, on pourrait dire que cette boucle-là agit un peu comme un aimant qui aurait un pôle nord vers le haut. Et donc, son pôle nord a tendance à s'aligner avec le champ magnétique extérieur. Donc ici, on a un montage pour montrer l'effet d'un champ magnétique sur une boucle de courant. Alors la boucle de courant, elle est ici. En fait, elle est montée sur, c'est des pointes ici tout simplement, donc elle peut pivoter avec une friction pas trop élevée. Alors vous voyez, elle est libre de se déplacer complètement. Ici, on a, pour l'instant, il n'y a pas encore de courant, il faut dire. Donc ici, on a un aimant et au bout de l'aimant, on a mis deux plaques de matériaux ferromagnétiques pour prolonger le champ magnétique, ce qui fait qu'en fait, on a un champ magnétique entre les deux ici. Alors notre boucle de courant est bien dans un champ magnétique. Donc, elle était libre de tourner, mais dès que je vais ouvrir la source, alors vous voyez qu'elle se stabilise, elle s'arrête de tourner. Dans le fond, elle a toujours tendance à se mettre de manière perpendiculaire au champ magnétique, c'est-à-dire que sa surface ici va être perpendiculaire au champ magnétique. Si j'essaie de la déplacer dans une direction, vous voyez, elle revient. J'essaie de déplacer dans l'autre direction, elle revient encore. Même si j'essaie de déplacer de plus d'un quart de tour, elle revient quand même. Alors c'est la même chose ici. Il y a juste si je dépasse de plus d'un demi-tour, là, elle va aller dans l'autre sens. Mais elle veut toujours revenir à sa même position. Donc il y a un moment de force qui est exercé dessus pour toujours la ramener à sa position initiale. Alors ici maintenant, on va voir comment fonctionne un moteur à courant continu. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'une boucle de courant tendait à s'aligner toujours avec le champ magnétique extérieur. Donc ici, on commence à construire notre moteur. On a d'abord de chaque côté deux pôles d'un aimant. Souvent, ça peut être des aimants permanents, mais souvent, ça va être des aimants, des électroaimants, qui vont produire, on va voir tantôt un exemple dans un moteur réel. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre ces deux arcs de cercle-là, on a un champ magnétique. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'armature, c'est notre boucle de courant qui est ici. Donc, présentement, la boucle de courant, on fait circuler un courant dedans. Donc, c'est une pile, par exemple, on a ici un interrupteur qui fait circuler le courant. Donc, cette boucle de courant-là, c'est l'équivalent d'un électroaimant, si on veut. Donc, si on suit le sens du champ magnétique, ici, là, plutôt du courant, ça produit un moment magnétique vers le bas, ou un champ magnétique vers le bas, et donc ça va avoir tendance à s'aligner avec le champ extérieur. Donc cette boucle-là va avoir tendance à tourner pour s'aligner avec le champ extérieur. On va le voir dans un instant. Alors comme ceci.
Donc, on va s'aligner comme ça. Et là, ce que vous avez vu, c'est qu'on a inversé les fils. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Pourquoi on a fait ça? Parce que, comme on a vu tout à l'heure dans ma démonstration, la boucle aurait tendance à s'arrêter là, parce que c'est là qu'elle est stable. Alors là, c'est ça le truc du moteur électrique. Si on inverse les fils, on vient d'inverser le sens du courant. Donc, le moment magnétique s'inverse et donc notre boucle va encore pivoter d'un autre demi-tour pour s'aligner à nouveau avec le champ magnétique extérieur. Donc, on fait ça, on inverse à nouveau les fils et donc on doit faire ça à tous les demi-tours. À chaque demi-tour, il faut inverser les fils pour que le moment de force continue en réalité. Bon, c'est sûr que d'inverser les fils à chaque fois, c'est pas vraiment évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à la place? C'est qu'on va avoir ici deux demi-cercles qui sont en contact avec des brosses. Donc, les brosses ici, c'est des conducteurs. Et vous avez vu que, donc je reviens un petit peu en arrière parce que ça a été un petit peu trop vite. Vous avez vu que le ressort pousse, donc pousse la brosse pour qu'elle soit toujours en contact avec le demi-cercle en question. Et ensuite, ces brosses-là, c'est elles qu'on met en contact avec les fils électriques. Donc là, cette fois-ci, on n'aura plus besoin d'inverser les fils à chaque demi-tour parce que ça va se faire automatiquement. Alors, si vous regardez ici, quand on arrive perpendiculaire au champ magnétique, le courant s'inverse de lui-même. Alors, parce que l'armature est en contact avec les demi-cercles. Donc, c'est comme ça que le moteur peut continuer à tourner. À chaque demi-tour, le courant s'inverse et donc le moteur peut poursuivre son mouvement pendant un autre demi-tour, ça s'inverse, un autre demi-tour, etc. Par contre, vous comprenez que le moteur ici ne serait pas encore très efficace parce qu'il y a quand même un moment, lorsque la boucle arrive perpendiculaire au champ magnétique, puis qu'on inverse le courant, pendant ce moment-là, le moment de force n'est pas très important. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure dans la formule que le moment de force, il y avait un signe de phi dedans. Donc, quand l'angle phi est égal à 0 ou proche de 0, le moment de force est vraiment très faible. Donc, le moteur, il fera une espèce de série de euh, un gros moment de force faible, gros moment de force faible. Donc, vous voyez, un peu comme si on pédalait sur les pédales d'un vélo. Puis quand on arrive en bas, on pousse fort, mais quand on arrive en haut, on pousse un peu moins fort. Donc, on aurait un moment de force qui serait vraiment pas constant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une autre boucle perpendiculaire à la première, qui est alimentée ici par des quarts de cercle. Et ici, c'est la boucle qui est la plus efficace qui est alimentée en courant. Lorsqu'elle arrive ici, qu'elle commence à être moins efficace parce que son angle devient plus petit, là, c'est le courant qui va circuler dans l'autre boucle. Et elle est efficace, et donc son moment de force va être important. Et vous comprenez que le courant va changer comme ça de boucle à chaque fois pour que le moment de force soit toujours près de sa valeur maximum. Donc, on va avoir un moment de force sur le moteur qui va être beaucoup plus important. Et puis, la dernière étape, c'est pourquoi s'arrêter à 2? Alors, pourquoi qu'on n'en aurait pas 3, 4, 5, 6 des boucles à des angles différents? Comme vous voyez, chacun est alimenté. Puis, on alimente la boucle au moment où son moment de force est le plus important, c'est-à-dire ici, lorsque la boucle elle est couchée à l'horizontale, donc parallèle au champ magnétique, c'est là que le moment de force est le plus important. Et de cette façon-là, là, on a un moteur qui va être vraiment efficace, puisqu'il va toujours exercer un moment de force maximal. Alors ici, on a l'image de, en fait, les cadres, c'est pas un seul fil comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est plusieurs fils en réalité qui sont comme ça. Et puis, on va en plus mettre un cœur de matériaux ferromagnétiques à l'intérieur. Le but, c'est d'augmenter le champ magnétique au maximum. Donc, on va avoir un champ magnétique résultant très important au centre. Puis en même temps, c'est ça qui va servir pour retenir tous les fils pour que tout ça soit rigide. Ici, finalement, vous avez une image du moteur fini. On a ouvert son cadre, si vous voulez, l'enveloppe extérieure. Alors, vous voyez les points de contact avec les deux brosses, les enroulements. Et puis, bien sûr, on va avoir un axe qui va sortir à l'autre bout pour pouvoir entraîner un mécanisme quelconque.